La peur n'est pas un obstacle au bonheur. Ce qui l'entrave, en revanche, c'est la peur de la peur. Plus les choses nous tiennent à cœur, plus on a peur de les perdre. C'est précisément pour cette raison que pour mener une vie heureuse, la peur est essentielle, car elle met en lumière ce qui est important. La peur fait fonction d'alerte. Elle signale une dissonance. Et si on lui prête l'oreille, elle peut agir comme un remède. Dans ma vie quotidienne, la peur est rarement de bons conseils. Elle a plutôt tendance à me paralyser. Des choses banales comme prendre le métro ou monter dans un avion m'angoissent au plus haut point. Pour d'autres, ça va être le changement climatique, les guerres ou l'inflation. Une chose est certaine, chacun a peur de quelque chose. Faut-il alors se résigner à vivre avec ses craintes ou existe-t-il une manière constructive de les apprivoiser? Comment peuvent-elles nous aider à avancer et à construire une vie heureuse? C'est bien, Madame von Ron, vous faites des progrès. Max Strohe est chef étoilé, père, auteur et propriétaire d'un restaurant gastronomique à Berlin. Le chemin du succès a été tout sauf facile. Max connaît les nuits blanches, les crises de panique, la peur de la défaite et de l'échec sous toutes ses formes. Quelles stratégies lui permettent de surmonter ces angoisses? Erika Dur est alpiniste et podcasteuse. Elle pratique le parapente et gravit des parois vertigineuses, malgré la peur constante qui la tenaille dans ces situations extrêmes. Peur de commettre une erreur fatale, de glisser et de tomber dans le vide. Lorsque sa partenaire de cordée a trouvé la mort dans un accident à l'été 2020, Erika a mis l'alpinisme en pause. Aujourd'hui, elle a trouvé un moyen de surmonter sa peur, ce qui lui permet de renouer avec ce qu'elle aime par-dessus tout. Comment son parcours peut-il éclairer l'angoissée que je suis ? La peur est avant tout une réaction émotionnelle à une menace externe ou interne. Les stimuli sont par conséquent extrêmement variés. Une peur diffuse du changement climatique ou des conflits armés dont on a connaissance par les médias, l'angoisse de prendre la parole en public ou la crainte de lire un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. La peur est toujours liée à ce qui représente un danger potentiel. Tomber malade, mourir, qu'il arrive quelque chose de grave à mes enfants, il y a danger dès lors qu'il devient impossible d'évaluer avec précision l'évolution d'une situation, lorsqu'une part d'incertitude s'installe. Ah, il est déjà là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Ravi de te rencontrer. Moi, ça va. Et toi? Moyen. D'accord. Il y a encore une salle au fond. Encore plus grande? Oui. Et là, c'est la cuisine. Elle n'est pas immense. Il y a un cuistot ici, un là, un autre là-bas, et deux au fond. Celui qui est là-bas vient ensuite ici, et celui qui est ici va là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle le pass. Un vrai balai? Je te sers ça tout de suite. Table 3, la suite de l'amuse-bouche. 2 entrées froides pour la 2. Il y a un réchaud intégré. C'est ici qu'on sert les plats chauds. Les plats froids sont préparés là-bas. Ici, c'est le coin des viandes et des poissons. Là-bas, celui des crustacés et des accompagnements. Les minuteries sonnent de partout. Ça a l'air hyper stressant. Ça l'est, mais j'adore. Au quotidien, Max doit constamment prendre des décisions sous une pression intense. Des décisions aux lourdes conséquences, car une erreur pourrait lui faire perdre sa clientèle. Et si l'argent ne rentrait plus dans les caisses, il devrait dire adieu à son restaurant. L'argent est un sujet extrêmement stressant pour moi. Et ça s'est accru avec le succès du restaurant. Plus les choses se sont améliorées, plus la peur de tout perdre a grandi. On a décroché notre première étoile en 2017. J'ai mis plusieurs semaines pour mesurer ce qu'elle représentait et prendre conscience de la pression qui l'accompagne. Conserver son étoile chaque année est une gageure. On peut vous l'enlever? Oui, on est évalué chaque année. Stressant, non? Je ne savais pas. Oui, chaque fois qu'un client arrive seul, on se dit « Ah, c'est peut-être l'inspecteur du guide ». Et si au moment de payer, le nom sur la carte est différent
Du nom de la réservation. On se dit que c'est louche, même si on ne sait pas quel guide il représente. Il faut donc s'habituer à cette norme qui consiste à toujours être performant et à faire le moins d'erreurs possible. Les stoïciens préconisent de partir du principe que nous ne maîtrisons pas le monde qui nous entoure. Des événements hors de notre contrôle peuvent toujours survenir, parfois graves. Accepter qu'ils puissent se produire nous permet justement de nous protéger du malheur. En imaginant le pire scénario et en constatant qu'il ne se réalise pas, nous éprouvons alors un sentiment de bonheur. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? La perte de contrôle, l'impuissance et très souvent aussi le surmenage. Par exemple, je ne peux pas être passager dans une voiture et dormir en même temps. Peu importe qui est au volant, je dois toujours garder un œil sur la route. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est formidable de mourir dans son sommeil parce qu'on ne se rend compte de rien. Moi, je trouve ça horrible. Et le gros problème pour moi avec la peur, c'est la spirale. Oui. Une fois dedans, difficile d'en sortir. Je somatise énormément. Je fais des crises de panique, j'ai de l'hypertension, des migraines, des hernies discales. Je passe régulièrement des IRM pour me rassurer. Et bien sûr, on ne trouve rien. Oui, aucune tumeur. L'une des principales structures du cerveau impliquées dans le traitement des situations de danger et de menace est l'amygdale. Son activation libère les hormones de stress, comme le cortisol, et génère les symptômes typiques de la peur. Essoufflement, sueur froide, palpitations cardiaques. Lorsque la peur devient chronique et affecte fortement la vie quotidienne, on parle de troubles paniques. Cela devient problématique lorsqu'on n'est plus en mesure de contrôler le stress lié aux émotions négatives de la peur. Certaines personnes ne parviennent plus à gérer leurs angoisses. Là, on bascule dans la pathologie et un traitement est nécessaire. Je suis devenu un inconditionnel de la thérapie. J'en suis à ma 5e année, 2 fois par semaine, pour une double séance. Bravo. Oui, enfin, c'est parfois très dur, fatigant, épuisant même. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un rythme régulier et un cadre. Tout ce que je n'ai pas. Moi non plus. Au départ, ce n'était pas évident. Ça demande de l'organisation. Quand je vais très mal, je cherche à faire quelque chose, n'importe quoi. Ramasser un cheveu qui traîne, un bout de papier. Je commence par de petites actions pour me remettre sur pied, comme lancer le lave-vaisselle. Ces petits tracas du quotidien, je les traite immédiatement, sans les remettre à plus tard. Et à un moment donné, j'arrive à faire mon sac et à sortir faire du sport. Le plus important dans les peurs du quotidien, c'est d'agir malgré tout. Par exemple, oser faire des choses même si on a de l'appréhension et se rendre compte que ça marche. Et ainsi, en surmontant la peur, on développe son sentiment d'efficacité personnelle. Je pourrais peut-être surmonter mon malaise dans le métro en m'imposant une dose quotidienne de trajet. Aujourd'hui une station, demain 2. Mais pour être honnête, j'ai du mal à m'y résoudre et à m'y tenir. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Comment réussir à surmonter sa peur? Bonne journée. Bonne journée. Je me suis souvent demandé pourquoi j'allais en montagne. Si cela me stresse autant, si j'ai peur, ou si j'ai simplement peur d'avoir peur, pourquoi continuer? Je crois que c'est parce que j'aime cette confrontation. J'aime affronter la peur, tester mes limites et constater les progrès que je fais avec le temps. Jusqu'au moment où je me dis « ça, je ne l'aurais jamais fait il y a un an ». Cette expérience me procure énormément de bonheur. On n'est pas sur la plus haute montagne. Non, la plus haute, c'est la plus haute. La plus haute, quoi. Les peurs ont une origine commune, à savoir la construction de la réalité. Il est essentiel de se demander si la situation est vraiment menaçante ou si c'est notre interprétation de la situation qui crée le sentiment de menace. Il convient de distinguer la peur de l'angoisse.
Ce que faisait d'ailleurs la tradition philosophique. La peur se rapporte à une situation de danger immédiat. Par exemple, je me trouve pour la première fois sur le plongeoir de 10 mètres de la piscine, je regarde dans le vide et je sens mon cœur battre plus fort, ma respiration s'accélérer. Mon corps se prépare au danger, soit je saute, soit je m'enfuis. L'angoisse, elle, se rapporte à quelque chose que nous imaginons. Il s'agit d'anticipation mentale du danger. Erika Dur est habituée à anticiper le danger. En tant qu'alpiniste, elle sait évaluer les risques. Sauf que chez elle, les scénarios catastrophes ont fini à un moment par prendre le dessus. Et la peur lui a fait perdre le plaisir de la montagne. J'avais vraiment devant les yeux l'image de ma chute pendant que j'escaladais. Je m'imaginais en train de déraper. Et quand on a constamment ce film en tête, on est bien sûr très stressé. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations vraiment critiques. Une fois dans la face nord des Trecime, j'ai fait une chute assez spectaculaire, avec plusieurs mètres de vide sous moi. La corde a tenu, mais j'ai dévissé. Or, je me souviens qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu peur du tout. Ce n'était pas comme je l'avais imaginé. C'est une leçon à retenir. La plupart du temps, les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Et parmi tous les scénarios catastrophes que tu t'imagines, en technicolor, avec plein de couleurs, lesquels ont réellement eu lieu ? Le plus récent, c'est quand mon ami a fait une chute mortelle sous mes yeux. Ah, quand même. Il ne m'est rien arrivé à moi, mais j'ai vu quelque chose qui excédait mes pires scénarios. Un matin de l'été 2020, en pleine ascension, la partenaire de cordée d'Erika a été frappée par une pierre alors qu'elles approchaient du sommet, à 4000 mètres d'altitude. Elle a fait une chute mortelle et est décédée sur le coup. Comment on fait pour continuer ? On ne peut pas, dans un premier temps. Tu as arrêté ? Combien de temps ? Je n'ai absolument rien fait pendant 6 semaines. Je suis restée sur mon canapé et j'ai voulu faire place au deuil. Depuis, je me suis retrouvée à plusieurs reprises sur des parois et des glaciers, comme à l'époque. Mais je m'y sens extrêmement mal à l'aise. Surtout quand j'entends des pierres rouler. C'est étrange. D'un côté, ces paysages continuent de me fasciner profondément, et de l'autre, je n'ai plus envie d'y retourner. Parce que quelque chose de terrible s'y est produit. Ça y est, je vais pleurer. Je ne veux plus aller là-bas. Qu'est-ce qui te permet de te rassurer quand tu fais de l'alpinisme ou que tu voles en parapente ? Bien sûr, on peut toujours regarder la météo, vérifier son équipement, planifier sa sortie dans les moindres détails, demander conseil à d'autres personnes plus expérimentées. C'est du bon sens, mais on ne peut pas tout sécuriser. Au final, il faut cultiver sa confiance en ses propres capacités, puisque jusqu'à présent, cela a toujours bien fonctionné. Ce qui m'aide énormément, surtout en parapente, c'est de me parler à moi-même, d'être mon propre instructeur de vol. Je me dis « Hé, attends, fais plutôt comme ça » ou « Tu peux le faire ». Ça m'aide de me parler comme à une amie. Dans quelle mesure la gestion de la peur dans ta pratique des sports de montagne est transposable dans ta vie quotidienne ? Ce que j'ai appris, c'est que même lorsqu'on est convaincu de ne pas y arriver, il ne faut pas considérer ça comme une vérité absolue. Fais le premier pas et découvre par toi-même si tu en es vraiment incapable. Si l'on se réfère aux penseurs de l'Antiquité, la grande stratégie pour lutter contre la peur est de se fier à sa propre raison. La seule chose que je peux contrôler, c'est moi-même, mes pensées. C'est sur elles que j'ai du pouvoir, pas sur le monde extérieur. Une technique très utile pour sortir des spirales de pensées négatives consiste à revenir sans cesse à l'ici et maintenant. Dès qu'on remarque qu'on a des pensées qui amplifient notre anxiété, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ?», je les acquitte intérieurement, c'est-à-dire que je les pense, puis je les laisse tomber. Il faut donc imaginer la peur comme un scénariste très imaginatif de thrillers psychologiques et de films gore, dans lesquels toute situation apparemment anodine peut virer à l'histoire d'horreur sanguinolente. Ok les amis, brainstorming. Qui est derrière la porte? Hannibal Lecter? Chucky la poupée tueuse? Un T-Rex? Le fisc.
Les peurs naissent de notre interprétation de la réalité. Elles se nourrissent de catastrophes réelles ou imaginaires qui se déversent en continu dans nos fils d'actualité et excitent notre imagination. Beaucoup de personnes consomment de l'information à longueur de temps, y compris quand elles vont aux toilettes ou font une pause. Or, il est important de comprendre à quel point il est néfaste pour la santé de se nourrir en permanence de faits divers et de violences. Et par conséquent, d'emmagasiner du stress, de la peur, de l'inquiétude face aux dangers et face aux menaces. Aujourd'hui, nous sommes bien plus exposés qu'autrefois à des stimuli menaçants. En grande partie parce que les smartphones nous confrontent en permanence à des informations anxiogènes, tandis que le temps et les moyens nécessaires pour traiter émotionnellement cette peur font souvent défaut. On a pu constater qu'après seulement une semaine, les angoisses et les dépressions diminuaient considérablement lorsque les gens limitaient fortement leur consommation des réseaux sociaux, voire y renonçaient complètement. D'accord, j'ai compris. Éteindre son téléphone portable et peut-être aller prendre un peu l'air. Après un coup de stress, je sors toujours me promener. J'y vais progressivement, pour me reconnecter, pour reprendre contact avec moi-même. Ce parc est chargé de souvenirs positifs. C'est souvent là que je viens. Je commence par des pas lents, sur une courte distance, puis des pas plus grands, sur une distance plus longue. Et ensuite seulement, j'arrive à faire le point sur mon état, et je me questionne. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Du point de vue de l'évolution, la peur se traduit essentiellement de deux manières: combattre ou fuir. Le moyen le plus efficace de la canaliser reste donc l'activité physique en plein air. Pour ceux qui vivent en ville ou subissent un stress important, le sport et les exercices dans la nature constituent l'une des méthodes les plus efficaces pour réguler la peur. Qu'est-ce que la photographie t'apporte? Comment tu t'y es mis? C'est une façon de me décentrer. Je porte mon attention sur autre chose que moi, au sens propre comme au sens figuré. Dès que je cesse de me regarder le nombril, je suis bien. Une stratégie consiste à respirer en toute conscience, avec des expirations longues. Cela active la région du cerveau responsable de la régulation des émotions. Quand es-tu courageux? Quand agis-tu malgré la peur? Je me suis trouvé incroyablement courageux au moment de l'ouverture du restaurant. Je trouve vraiment courageux, je dois le dire, d'oser prendre ses responsabilités dans de tels moments. Pour toi et pour les autres? Oui, c'est courageux. Je suis un guerrier valeureux. Toi aussi? C'est chouette ici. J'adore. C'est assis que les montagnes sont les plus belles. C'est vertigineux comme hypothèse. Je trouve aussi. Quelle place tient le courage chez toi? J'adore. Je dis souvent que j'ai eu du courage quand j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire. Par exemple, une escalade sur glace, la plus difficile de ma vie. Respect. Honnêtement, je trouve aussi. C'était une sorte de python isolé. Une fois sur place, je me suis dit « Non, 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 jamais de la vie je n'y arriverai ». Mais il se passait quand même quelque chose. Et je suis restée assise là, à contempler la paroi. Et à un moment donné, je l'ai senti, j'avais envie, j'étais curieuse. J'avais envie d'essayer, ce qui est rare. J'ai eu un élan de courage, comme il m'en arrive quelquefois. C'est beau. Et je me suis lancée. C'est un moment où j'ai vraiment fait preuve de courage.
J'ai suivi un coaching sur l'estime de soi. Ça a été une véritable révélation. Pendant 3 mois, il fallait observer attentivement ses pensées négatives ou limitantes, puis il y avait un processus relativement complexe pour formuler une réponse positive à celle-ci. C'était donc un travail très personnel. On notait tout sur une page A4 qu'on se lisait à voix haute chaque matin. Ça a eu un effet incroyable. Je ne savais pas que le courage ou la gestion de la peur en montagne avait autant à voir avec l'estime de soi. J'ai appris à avoir confiance en moi et à m'apprécier. Ça a eu des conséquences extrêmement bénéfiques sur ma pratique du parapente et de l'escalade. C'était très étrange, absolument magique. Ça m'a fait un bien fou. Les recherches sur l'autocompassion, menées par Christine Neff et Christopher Germer, montrent que porter une attention bienveillante à soi-même aide à soulager l'anxiété et la dépression. Se répéter en pleine conscience « tout va bien, je suis OK tel que je suis » aide à ne pas entrer en conflit avec soi-même et à se libérer plus facilement des émotions négatives. J'ai maintenant une trousse de premier secours émotionnel. Mais si l'anxiété devient incontrôlable et que je n'arrive plus à la gérer seule, il vaut mieux chercher l'aide d'un thérapeute. Ou pratiquer une activité physique dans un parc, se concentrer sur sa respiration, se montrer indulgent envers soi-même, prendre conscience que ces pensées anxieuses ne sont que des pensées qui vont et viennent. Mais qu'en est-il des grandes peurs de l'humanité, celles que je ne peux pas éliminer par la thérapie et qui sont basées sur des dangers réels, les crises, les guerres, les catastrophes? Ok Ronia, on passe à l'antenne, ça tourne. Mesdames et messieurs, bonsoir. La course à l'armement nucléaire se poursuit. Dans les années 1950, le philosophe Günther Anders s'est penché sur la menace nucléaire. Selon lui, il est nécessaire d'avoir peur, de cultiver une disposition à la peur, afin de pouvoir se prémunir du danger. Les inquiétudes liées à l'avenir, dont l'éco-anxiété est sans doute l'exemple le plus frappant, sont particulièrement difficiles à appréhender, car elles sont diffuses. Pour les atténuer et retrouver un sentiment d'efficacité personnelle, il est donc nécessaire de se fixer des micro-objectifs. En ce qui concerne l'éco-anxiété, il s'agit de se demander comment faire sa part, même de manière modeste, puis de passer à l'action. Le simple fait d'agir renforce le sentiment d'être efficace et contribue à apaiser les angoisses. La peur fait fonction d'alerte. Elle signale une dissonance à laquelle on ne prêtait pas attention jusque-là. Il ne s'agit pas tant de chasser la peur que d'adopter une attitude qui permette de vivre avec. Qu'est-ce que le chef a préparé? Une spécialité de la maison. Attends. Tu aimes le poivre? On reconnaît le geste du pro. J'adore. Ça te réconforte un plat bien riche? Oui. Pas toi? Si, j'adore. Après l'école, quand mes parents n'étaient pas à la maison, on faisait ça. Trop bon. Je trouve que l'anxiété crée très souvent beaucoup de frustration envers soi-même. On se dit, pourquoi je n'arrive pas à profiter du moment? Pourquoi je panique? Pourquoi je suis si bête? Tu as des trucs pour être plus indulgent envers toi-même dans ces moments-là? Oui, j'essaye de mettre en avant les moments où justement ce n'est pas le cas. Je pense que cette peur, c'est une sorte de défaut. Il faut apprendre à vivre avec, comme le bégaiement. L'année dernière, on est allé faire du jet ski. Je me disais, génial, j'ai toujours voulu faire ça. Et tu as le contrôle dessus? Oui, je me disais, ça je gère, ça va être génial. Mais je n'y suis pas arrivé. Je roulais à 20 à l'heure avec ma fille assise à l'arrière. Avec le recul, je pense qu'il aurait été plus judicieux de ne pas essayer du tout, même si j'en avais très envie. Lorsque j'ai senti la puissance de l'engin, j'ai paniqué. Accepter que cette peur ou cette forme de dépression fasse partie intégrante de soi permet, je crois, de l'intégrer différemment dans le quotidien, de la percevoir comme quelque chose de naturel. Et peu à peu, on finit par trouver une manière de la gérer.
Tous les thérapeutes et les coachs à qui je parle me disent qu'il faut embrasser la peur. Mais comment? D'abord, je n'ai aucune sympathie pour elle. Et ensuite, je ne comprends pas comment m'y prendre, concrètement. Ça demande une forme de sérénité. C'est comme ça, tout simplement, sans jugement. La peur est là, point. C'est comme les taches de rousseur. Oui, c'est là. Oui, et je ne me bats pas contre mes taches de rousseur. Moi non plus, on est mignonne. Il se peut qu'on ressente de la peur ou une sensation désagréable, mais celles-ci ne doivent ni nous paralyser, ni nous diminuer. Il s'agit au contraire de leur faire face, ne pas céder à la peur, mais s'y confronter progressivement, avancer pas à pas et regarder si la situation est réellement aussi grave que ça. Une vie heureuse n'est pas une vie dépourvue de peur, mais une vie qui l'intègre comme une dimension intrinsèque de l'existence humaine. L'objectif est donc de limiter les stimuli négatifs qui entretiennent un sentiment constant de menace, tout en reconnaissant la peur comme un mécanisme fondamental, celui qui nous avertit quand ce qui nous est cher est en danger et qui nous signale la nécessité d'opérer des changements dans notre vie. Tout dépend de mon point de vue. Si je ne regarde que d'un seul côté, je ne percevrai que ce qui me pèse. Il est pourtant fondamental d'envisager l'autre versant, celui d'une peur nécessaire, qui participe aussi du bonheur. La peur comporte une part de bonheur et une part de malheur, comme la plupart des phénomènes de l'existence.